Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. En compagnie de notre ami Bernard de Fabrègue, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora la Bourse. Il intervient donc au titre aujourd'hui de la Bourse au quotidien. C'est un analyste macroéconomique. Et Philippe Béchade, bonjour, bonne année. Nous allons parler ensemble du bilan et des perspectives de l'économie mondiale au début de cette année 2017. Nous vous avions reçu il y a, je crois, près d'un an maintenant. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et nous allons faire un bilan en commençant, si vous le voulez bien, par l'état de l'économie américaine, puisque ça reste la première économie du monde. Elle est considérée comme toujours comme une locomotive mondiale, et les regards sont toujours fixés sur son cours, son devenir, et les espoirs qu'elle peut susciter. La doxa officielle veut qu'elle soit plutôt sur une courbe ascendante, qu'elle ait retrouvé le chemin de la prospérité. Mais je pense que vous qui êtes président des Éconoclastes, ce club économique que peut-être nos auditeurs de Radio Courtoisie commencent à bien connaître maintenant, qui sont des économistes non conformistes, si on peut dire, eh bien, vous allez nous dire ce que vous en pensez de l'état de l'économie américaine. C'est le parc d'attractions Disney, du décor, des châteaux flamboyants, des villageois qui ont l'air de s'amuser. Et puis derrière le décor, c'est du béton brut et c'est beaucoup moins poétique qu'il n'y paraît. Les États-Unis revendiquent le plein emploi. En tout cas, c'est la thèse que retient la Fed, les médias américains et donc la Fed, la Banque centrale américaine, donc voilà, oui. Et le gouvernement qui évidemment se targue d'avoir recréé 11 millions d'emplois depuis la crise, depuis 2009. Ce qui signifie que, en rythme annuel, c'est pas si colossal que ça. Ça fait 1 300 000 emplois. Quand on est dans un pays de 310 à 315 millions d'habitants, pour absorber ne serait-ce que les nouveaux diplômés, il faut créer presque 2 millions d'emplois par an. Donc on est encore loin du compte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ce plein emploi par an, ce taux de chômage qui oscille entre 4,6, 4,7 depuis 3 mois? Tout simplement parce que tous ceux qui n'ont plus d'emploi et qui ont renoncé à en chercher sont sortis de toute statistique économique. Il y en a une centaine de millions, non? Et aujourd'hui, alors d'après certaines comptabilités, on serait à 102 millions. Alors là non plus... c'est un peu exagéré ou pas? C'est très exagéré si on affirme que ces gens-là, que ces 102 millions devraient avoir un emploi. Alors structurellement, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a en permanence 30 à 35 millions d'Américains qui pourraient, avec la fourche au creux des reins, aller travailler. Il y a des gens qui sont handicapés, des gens qui ont opté pour le non-travail parce qu'ils ont d'autres types de ressources ou un autre fonctionnement. Il y a des gens qui travaillent aux États-Unis, on les voit souvent quand on se déplace dans l'Amérique un peu profonde. On voit facilement des gens qui travaillent jusqu'à 70, 75 ans pour compléter leur retraite. D'autres, arrivés à 62, 63 ans, sont fatigués, ne veulent plus travailler. Si on considère que l'emploi jusqu'à 75 ans est quelque chose de normal aux États-Unis, alors il y a déjà toute cette population entre 60 et 75 ans, tous ceux qui ne travaillent plus dans cette tranche d'âge-là, si on les faisait travailler, on pourrait dire oui, effectivement, vous voyez, il y a plein de gens qui pourraient avoir un emploi. Donc ça, c'est pas sérieux. 102 millions. C'est pas sérieux de dire 102 millions. Hein. Oui. C'est juste un chiffre qu'on le balance comme ça. Ça n'a pas plus de valeur que les 4,6 ou 4,7. Mais alors vous diriez combien qui est véritablement... Le taux de chômage réel probablement autour de 11-12%. 11-12%. C'est-à-dire un peu plus du double de ce qui est annoncé. C'est très différent. Et là, par contre, ça inclut effectivement
plus de 50 millions de personnes qui sont sorties des études mais qui n'ont pas encore trouvé un emploi, ou des gens qui travaillent 5 heures par semaine, qui font du dog walking, c'est-à-dire... Mais ceux qui travaillent 5 heures par semaine, ils sont comptés comme actifs ou chômeurs? Et voilà, la merveille des merveilles, c'est que à partir du moment où vous travaillez 5 heures par semaine, vous n'êtes plus chômeur, voilà. Au sens littéral du terme. Et quant aux 11 millions d'emplois créés aux États-Unis, là aussi il y a une imposture terrible. On a l'impression que après les destructions de la grande crise dans le secteur financier, dans le secteur immobilier, la construction et les emplois industriels, on a retrouvé tout ça grâce à la Silicon Valley, grâce à l'ubérisation de l'économie. On a inventé un nouveau modèle. En fait, sur ces 11 millions d'emplois, qu'est-ce que vous avez? La plupart du temps, ce sont des emplois mi-temps. C'est ce qui signifie que pour, par exemple, 5 millions uniques perdus, des gens qui faisaient du plein temps et qui faisaient même des heures sup, eh bien, ceux-là se retrouvent aujourd'hui splittés en 11 millions d'emplois. C'est-à-dire que le matin, je sers un petit déjeuner chez Wendy's et l'après-midi, je fais des extras chez Amazon. Donc, en fait, quand une seule personne cumule 2 ou 3 emplois, par exemple 3 emplois, eh bien, on compte 3 personnes actives. Exactement. Et si vous avez 3 emplois dans la journée, parce que vous êtes jeune et dynamique, donc le matin, le petit déjeuner chez Wendy's, le midi, vous servez des pizzas chez qui vous voulez, et l'après-midi, effectivement, vous faites la livraison pour Amazon. Et voilà, il y a 3 emplois pour une seule personne. Mais statistiquement, l'économie américaine, le gouvernement a créé 3 emplois. C'est une imposture. Et donc les 11 millions d'emplois créés, ça comporte aussi beaucoup de choses comme ça. D'emplois à temps partiel, de mini-jobs, et beaucoup de gens subissent de la précarité, des emplois entre guillemets qui les sortent des statistiques du chômage, mais qui ne leur permettent évidemment pas de vivre décemment. D'où aujourd'hui un taux de jeunes restant chez les parents qui dépasse à nouveau 50% jusqu'à 24 ans. Et entre 24 et 34 ans, on revient également à un taux plus jamais vu depuis la grande crise de 29, qui est de plus d'un tiers. Et dans certains États, on est à 40%, là où le logement coûte très cher et où les jeunes n'ont pas les moyens de rembourser leur dette d'étudiant et d'assurer en plus de ça un loyer. Donc il y a un phénomène qui a pris une extension très inquiétante, c'est le phénomène du travailleur pauvre. Absolument. C'est-à-dire même à l'extrême, le travailleur qui couche dans sa voiture, qui va au travail le matin, quoi. Oui, alors là je viens de découvrir une nouvelle merveille de l'inventivité américaine. Aux mini-jobs et aux mini-jobbers, on va leur proposer des mini-homes. C'est-à-dire quelque chose qui fera à peu près la superficie d'un demi-conteneur. C'est les conteneurs qu'on a sur les bateaux qui circulent entre la Chine et les États-Unis. Oui. Un demi-conteneur transformé en espèce de mini studette. Oui. Et ça sera plus petit qu'un mobil-home en fait. Je sais pas si il y a un mobile. Il y aura une petite douche. Voilà. Et ça va permettre à des gens qui habitaient effectivement dans leur voiture ou dans leur minivan d'avoir un véritable logement, c'est-à-dire relié à l'eau, relié à l'électricité. Voilà. Mais d'une superficie qui sera la moitié d'un mobil-home classique. Aux États-Unis, c'est 3,50 mètres par 10 de long. Là, on sera dans du 8-9 mètres carrés. C'est ça, 8-9 mètres carrés. Alors chauffé, effectivement, au chaud. Voilà. Tout le confort moderne. Voilà. C'est-à-dire que on s'habitue, on s'adapte à une économie de très très bas salaire. Mais c'est ce qu'on admire chez les Américains, c'est leur capacité d'adaptation, alors que nous, en Europe, on nous reproche effectivement d'être complètement figés, etc., de refuser de quitter un appartement de 50 mètres carrés pour aller vivre dans 10 mètres carrés, de refuser la flexibilité du travail, c'est-à-dire lâcher son job à 35 heures pour aller faire 3 fois 7 heures dans la semaine dans divers bouts du département. Voilà, c'est les États-Unis, c'est le progrès. C'est
c'est eux qui tracent la voie. Vous disiez, c'est les leaders. Oui, c'est les leaders économiques et c'est eux qui impulsent également les grandes tendances. Donc, beaucoup d'Américains sont partis vivre dans les bois, en coupant complètement dans les bois, en campant, quoi. Oui. Vivre en autarcie, presque complète. En faisant leur petit potager. Voilà. Alors la seule chose là où évidemment c'est compliqué, c'est pour les soins. Là, pour les hospitalisations et tout, quand on est malade ou quand on se blesse dans les bois, c'est compliqué. Mais pour le reste, veut dire que certaines personnes estiment avoir retrouvé une certaine dignité, un mode de vie plus solidaire, convivial, etc., etc. Qui correspond finalement au mode de vie rural d'autrefois. Mais qui correspond au mode de vie des pionniers. Des pionniers. Le temps des pionniers est revenu, je vous le dis. Et Monsieur Trump va faire l'Amérique great again. Alors justement, Donald Trump va être investi officiellement le 20 janvier prochain. Et il a fait des annonces de politique économique assez fortes, si on peut dire, puisque notamment il se propose d'élever des barrières douanières, notamment contre les produits importés de Chine, de manière à faire revenir de l'emploi aux États-Unis, de l'activité industrielle aux États-Unis. Et il déjà par ses messages par Twitter, il s'est déjà fait remarquer comme ayant une influence sur certaines entreprises voulant s'installer au Mexique et ayant renoncé, etc. Que pensez-vous des intentions affichées par Donald Trump? Est-ce que vous pensez qu'elles seront mises à exécution? L'impact psychologique des tweets et de l'ambiance qui a émergé depuis son élection, effectivement, on voit que c'est ce qu'on appelle un game changer, c'est-à-dire ça change déjà les comportements ou les projets. Alors, c'est vrai que l'automobile américaine, c'est une véritable hémorragie vers le Mexique. Mais bon, d'emploi, une hémorragie d'emploi et d'investissement. Mais rien qui soit très très différent de ce que fait l'Allemagne, qui est un assembleur, mais dont la plupart des pièces automobiles, des marques prestigieuses, proviennent des pays riverains de l'Allemagne. La France ayant opté, les constructeurs français ayant opté un petit peu pour le même système avec des ex-pays de l'Est. Bon, les États-Unis utilisent le Mexique. Voilà. Peut-être qu'à un moment, effectivement, ça a commencé à se voir et que ça va un petit peu trop loin. Maintenant, la question, c'est comment les constructeurs américains vont-ils réussir à gérer des coûts de production qui vont évidemment augmenter fortement. Alors la solution, on pourrait le dire, ça serait de faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire de la très très haute qualité. Si d'un seul coup le Made in America redevient un vrai label de qualité, de sérieux, d'innovation, pourquoi pas rapatrier effectivement l'emploi aux États-Unis pour vendre plus cher. Mais pour vendre plus cher à qui ? À des Américains dont il faudra bien, par un moyen ou un autre, augmenter les salaires ou augmenter le temps de travail. On parlait des mini-jobs, on peut pas évidemment acheter une belle voiture truffée d'électronique, naviguant toute seule d'ici 2020, avec un salaire de garçon de café. Enfin voilà, il faudrait qu'effectivement une spirale vertueuse s'enclenche, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le prophétisait Henry Ford, il faut que mes salariés soient au moins capables d'acheter sans que ça leur prenne 10 ans un des produits qui sortent des chaînes. Voilà. Est-ce que les États-Unis sont prêts à faire ça? Je pense que c'est pas très gênant pour les exportations américaines que ça coûte un peu plus cher la fabrication des produits américains, puisqu'ils exportent pas grand-chose les Américains. Et là, ils exportent des films, des séries télé. Ils sont premiers négociateurs au monde de droits audiovisuels et vendent des armes. Voilà, ça c'est ça, ils exportent. Après ça, les smartphones sont conçus en Californie et fabriqués à Taïwan, Vietnam, Chine. Donc, qu'est-ce que les États-Unis produisent et exportent ? En fait, pas énormément. Donc, c'est surtout le marché intérieur qui est prévalent pour l'économie américaine. C'est le marché intérieur, oui, tout à fait. Et là, comme vous dites, ce marché intérieur est assez faible parce que les indices de consommation américains augmentent un petit peu, mais pas beaucoup.
Alors, l'année 2016 a été une année correcte, hein, si je me tiens aux chiffres. Oui. Maintenant, il faut évidemment voir comment les choses se font. La hausse de l'endettement dont tout le monde se réjouit, l'endettement des ménages, il repart à la hausse. Il repart fortement à la hausse, et on assiste de nouveau, comme en 2006-2007, à un taux de chargement de la plastique monnaie, c'est-à-dire en fait du crédit revolving sur la carte de crédit. Du crédit très cher d'ailleurs, et les banques s'en réjouissent, hein, puisque si le taux au jour le jour est encore à 0,50, 0,75, ce qui est chargé sur votre carte de crédit comme facilité de fin de mois, c'est du 13, 14, 15%. 15%. Donc ça fait une belle marge. On dit bien avec donc ça. c'est vraiment la spirale de l'endettement pour les ménages à nouveau. Oui, mais tout le monde y gagne. Alors celui qui veut consommer malgré tout, il trouve de l'argent, on veut bien lui en prêter. Et pour le banquier, la marge de 15%, ça compense heureusement le spread quasi nul entre aujourd'hui le 30 ans et les taux qui sont accordés aux gens qui achètent de l'immobilier. Donc ça prépare à nouveau un éclatement de bulles, ça, parce que de toute façon, on avait bien vu comment la crise de 2008 était due notamment sur endettement de toute une série de ménages peu solvables qui avaient acheté de l'immobilier en levant des crédits faramineux auprès des banques alors qu'ils étaient dans l'incapacité complète de... Alors heureusement on n'a pas recommencé cette bêtise, on en a fait une autre. On a permis à des gens qui étaient pas plus solvables pour acheter une maison en Californie, un chômeur californien qui avait le droit d'acheter une maison de 250 mètres carrés. Alors on va pas refaire ça. Mais par contre, s'il veut acheter un 4x4 rugissant à $40,000 ou une Tesla à 50 ou 60 000 $, on lui prête l'argent sans lui demander de justifier aucunement ses moyens de remboursement. C'est ce qui a fait, par exemple, qu'une firme comme General Motors a commencé à retrouver des couleurs, etc., quoi. Oui, mais là on voit de nouveau les voitures invendues s'accumuler sur des grands parkings, les stocks d'automobiles notamment, là le chiffre est tout frais. La hausse était de 3,2% du stock au mois de novembre. Donc le système s'essouffle à nouveau, là. Ouais, il est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et comme en plus de ça, les gens qui achètent des voitures, qui n'ont pas les moyens de les payer comptant, ou de faire du LDD, de la location longue durée, et parce que ça les arrange fiscalement de le faire. Moi je parle de tous ceux à qui on a accordé de l'argent à livre ouvert et sans demander la moindre contrepartie. Ces gens-là en prennent sur 72 mois. 6 ans. Oui. Mais la durée de conservation d'un véhicule aux États-Unis, il est de 3-4 ans. Mettons de 4. Allez. Qu'est-ce qu'on fait quand au bout de 4 ans, c'est-à-dire 48 mois, on a encore 3 ans de crédit devant soi qu'on revend la voiture? Est-ce que le prix où on revend la voiture permet de rembourser les 3 ans de crédit, les 36 mois qui restent? La réponse, elle est non. Là, les moments difficiles arrivent, là, oui. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, peut-être que celui qui revend sa voiture en dessous du prix trouvera un banquier compréhensif pour lui avancer la différence. Oui. Pourquoi pas? Mais bon, c'est une fuite en avant perpétuelle, mais on est là-dedans depuis 10 ans, donc on va être habitué. Alors, on voit bien que pour l'instant est maintenu en gros le système de la création monétaire à tout va par la Banque centrale. Bon, et Janet Yellen avait parlé d'augmenter les taux d'intérêt. Elle le fait très très peu en fait, et il faut s'attendre à un nouveau QE, un QE4, c'est-à-dire un quantitative easing en anglais, mais en français, parce qu'on a le culte du français à Radio Courtoisie. Donc impression de biais de Monopoly. Oui, une impression de biais de Monopoly. Il faut s'attendre à une nouvelle impression de biais de Monopoly, non? Alors pour 2 raisons. Soit Monsieur Trump, grâce à l'élan formidable des 100 premiers jours, où finalement tout le monde fait ce que le président, tout le monde accomplit les 4 volontés du président. Voilà, c'est comme ça, c'est la magie des 100 jours. Alors oui, il baisse fortement l'imposition sur les plus riches. Bien sûr, il avait promis de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres.
il va les accroître très fortement en rendant les riches beaucoup plus riches, et les entreprises verraient également leur taxation abaisser. Alors je voudrais savoir jusqu'où, puisqu'en fait les firmes du S&P 500, à ma connaissance, grâce à l'optimisation fiscale qu'elles pratiquent, ne payent pas plus de 7,5 à 8% de taux d'imposition. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir baisser encore davantage ce taux? Bon, Monsieur Trump l'a annoncé, il le fera. Je pense que ça sera peut-être efficace pour les PME américaines, l'abaissement des taxes pour des entreprises qui ne pratiquent pas l'optimisation fiscale internationale. Ça peut effectivement leur donner un petit coup de peps. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la forte hausse de l'indice Russell 2000 des small caps et mid caps aux États-Unis. Russell 2000 qui a bondi tout simplement de 18 à 20% depuis l'élection de Monsieur Trump. Russell 2000 qui en ce début d'année, vient de rééditer presque au point près son zénith absolu de début décembre. Donc vous voyez où on se situe. On a déjà acté dans le prix des actions l'exécution intégrale du programme de Donald Trump, et sans se poser la question de savoir si on baisse les recettes provenant des taxes sur les entreprises et si on abaisse encore les impôts des plus riches, qui payent, parce que les États-Unis sont déjà au maximum, ils sont arrivés à 100% d'endettement. L'année 2016, par rapport au PIB, 100%, oui. 100%. L'année 2016 a rajouté 1000 milliards de dettes. Mais bah, avec le feu vert du Congrès, hein, là ce coup-ci, ils y sont allés gaiement. Ils ont dit voilà, on lâche les vannes, et on a rajouté 1000 milliards en 2016. On a rajouté 9000 milliards de dettes depuis janvier 2009. Donc tout va bien. Ça, on a pris le pli d'augmenter la dette chaque année. Avec Monsieur Trump, on va juste mettre le turbo. Oui, il va augmenter encore plus la dette publique. Oui. Qui va vouloir être créancier d'un pays qui va s'enfoncer dans la dette encore plus fortement. Et puis il y a des gens qui ont, on va dire, un bon sens indéniable, qui disent mais attendez, le Japon, ils sont déjà à 225% d'endettement. Alors si les États-Unis passent de 100 à 125, où est le problème? Alors, le Japon, justement, la Banque centrale japonaise, en fait, rachète au maximum la dette japonaise maintenant en faisant de la planche à billets, quoi. Elle monétise à 100% les émissions du trésor japonais. C'est-à-dire que c'est pas, il y a plus un futur retraité japonais qui achète un bout de papier, c'est la Banque centrale qui achète tout. Voilà. Et pour les actions, au jour le jour, c'est la Banque centrale qui est le principal opérateur, intervenant, détenteur d'actions sous forme d'ETF. Les ETF, c'est des paniers d'actions. Ça va beaucoup plus vite. C'est moins cher d'acheter un panier que de rentrer 25-30 lignes pour acheter des titres. Donc, on achète par paquet. Et la Banque centrale fait ça, oui. Très gros paquet, puisque la Banque centrale, chaque jour, pèse à peu près 25% des transactions sur les ETF actions. Il faut savoir que le plus gros acteur derrière, acteur privé, on va dire, doit peser, 1,5 ou 2%. Donc vous avez une banque centrale qui fait les cours, tout simplement. Hein, voilà, faut dire les choses. Oui. La banque centrale détermine le prix des obligations. Alors là, maintenant, on n'en discute plus, hein, puisque elle a fixé le taux à 0. La banque centrale a dit le taux à 10 ans, ça sera 0. Voilà, donc maintenant, on peut fermer le marché. Oui. Mais pour les actions, elle dit pas le Nikkei devra être par exemple à 20 000 le 31 mars prochain pour passer à l'année 2017-2018. Ils le disent pas, mais peut-être qu'ils l'ont déjà programmé. C'est 20 000, puisqu'en fait on voit bien qu'il y a une sorte de course à l'échalote entre le Nikkei et le Dow Jones, avec le Dow Jones qui a un petit peu d'avance. Là, il a repris un petit peu d'avance en décembre, mais enfin, on voit bien que la Banque centrale du Japon va pousser aussi le marché à la hausse. Les banques centrales font les cours. Voilà. Ça, c'est très manifeste, incontestable et assumé de la part de la Banque centrale du Japon. C'est assez manifeste aux États-Unis, où la Fed, à travers ses relais, soutient Wall Street et pousse les cours. Mais attention, vous avez vu sur le Dow Jones que le contrôle est total, puisqu'on a arrêté le Dow Jones à 19 999,63. C'était lundi. Pourquoi? Parce que si on avait inscrit 20 000, ça déclenchait l'exécution de plein de dérivés
Alors, le grand public ignore tout ça, naturellement. On n'est pas au courant qu'on arrête à 19 999,63. Il faut déjà avoir la capacité de le faire informatiquement. C'est quand même pas, c'est pas un exercice comme ça accessible à tout le monde, mais tout simplement parce que on veut éviter effectivement le déclenchement et l'invalidation de certains produits dérivés qui tomberaient à 20 000. Voilà, donc on est dans la manipulation totale, intégrale, assumée. Alors maintenant, vous nous demandez qu'est-ce que l'économie américaine nous promet ? Finalement, d'un point de vue boursier, on s'en fiche complètement. Les cours sont fabriqués, pré-programmés. Alors, on voit que c'est programmé souvent 3-4 jours à l'avance. Mais on peut peut-être admettre également que les cours du 28 février prochain sont déjà connus, c'est déjà pré-programmé, que les cours du 31 mars le sont aussi. Donc c'est pas la peine de se demander en fait boursièrement. Je parle pas pour le citoyen qui se dit où est-ce qu'on va, parce que lui dans l'économie réelle il se demande où on va. Mais pour l'acteur sur le marché, les marchés financiers, il faut s'en remettre totalement aux banques centrales. On est dans la programmation. Alors si on veut être un peu trivial, on dirait que c'est un jeu vidéo. On sait très bien que l'algorithme a été conçu pour vous faire perdre, naturellement, et pour faire gagner la machine. On est là dans quelque chose qu'on n'a évidemment jamais vu, c'est-à-dire que le marché n'a plus de fonction de marché. Alors, c'est là que j'en reviens et que je reboucle avec l'économie réelle, c'est comment peut bien aller une économie réelle si le marché n'en est plus l'arbitre. Voilà. Et les banques centrales ont décidé d'abolir le marché et sa fonction d'évaluation de la pertinence des options économiques, industrielles, etc. Et aujourd'hui, en garantissant par exemple un gain certain quand on opère sur les marchés, c'est évident que l'argent va vers les actions ou aller vers les obligations et pas vers l'économie réelle, puisque sur les marchés, vous avez un gain certain, immédiat ou quasi immédiat. Et si vous êtes peut-être parmi les initiés, vous savez en plus, à un horizon d'une semaine, 1 mois ou 3 mois, vous savez exactement quelle sera la valeur de votre portefeuille d'actifs. Alors je vous parle pas de vous et moi, mais je pense, et on peut raisonnablement envisager que des personnes qui travaillent en collaboration étroite avec la Fed, la BCE ou la Banque centrale japonaise savent déjà aujourd'hui quel sera le cours du Dow Jones le 31 mars prochain. En tout cas, ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils vont faire en sorte qu'il advienne. Pour ces personnes-là, c'est un levier d'enrichissement fabuleux. Elles peuvent faire du délit d'initié. On est dans le délit d'initié permanent. Bien sûr, parce que vous avez bien vu que quand les taux sont passés négatifs, vous avez des gens qui continuent d'acheter des emprunts, des émissions obligataires, et qui continuent de le faire aujourd'hui. On est encore très négatif, on est à moins 0,68 sur des taux à des émissions obligataires à 3, 6, 12 mois sur les OT. Pourquoi achèterait-on une émission obligataire qui coûte de l'argent ? Vous payez 101 et vous récupérerez 100. Et ça va même plus loin, avec le Japon, la Suisse, vous payez 102 et vous récupérez que 100. Voilà. Donc qui peut investir dans un produit qui ne vous distribue pas de coupons et qui en plus ça va vous coûter ? C'est tout simplement parce que vous avez le banquier qui vous a dit, vous inquiétez pas, vous avez acheté 102, mais avant que ça redescende à 100 ou que ça retombe à 100 au moment où on vous remboursera la dernière mensualité, entre-temps on aura fait passer tout ça par 105. À 105 vous sortirez et les gogos, bien sûr, achèteront parce qu'on leur dira 105 ça va 110. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et c'est pour ça donc l'économie réelle américaine se caractérise, semble-t-il, par un très très faible taux d'investissement productif, en fait. La même chose en France. On vient de s'émerveiller des 46 milliards distribués par les entreprises du CAC 40. Après tout, je m'en réjouirais si ces 46 milliards étaient le reflet d'une croissance qui profite à tous, naturellement, et qui découle de l'accélération qu'on a observée dans l'économie. On était à 1%, on se traînait à 1%, puis on est passé à 3%. Alors évidemment, si on distribue 35 milliards une année et 46 milliards l'année suivante, réjouissons-nous, c'est que tout va bien. Or en fait, c'est quoi ces 46 milliards ? D'abord, c'est un taux de distribution record
Jamais les entreprises n'ont été aussi généreuses avec leurs actionnaires. Et parmi ces actionnaires, n'oublions pas, il y a aussi le chef d'entreprise qui est souvent rémunéré avec des actions. Donc il a tout à fait intérêt à ce que l'entreprise soit très généreuse. Et également envers le comité qui fixe sa rémunération, qui est souvent également un gros actionnaire de l'entreprise. Je vous explique ça, c'est pour que les gens comprennent comment ça marche et ce qui motive les uns et les autres. Et deuxièmement, on a distribué dans ces 46 milliards l'argent qu'on n'a pas investi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, si on avait respecté une règle qui a fonctionné jusque dans les années 80, 90, qui était qu'une entreprise qui gagne de l'argent en distribue un tiers à ses actionnaires, en investit un tiers et on distribue le troisième tiers aux salariés ou fait un mix entre le salarié et des mises en réserve. Mais enfin, généralement, c'était plutôt pour permettre aux salariés d'accroître son pouvoir d'achat dans, on va dire, un système fordien. Aujourd'hui, l'entreprise ne distribue rien aux salariés, sauf éventuellement au top management qui a le droit à quelques primes. Le partage, il est pratiquement à 100% en faveur, enfin le partage de la plus-value est pratiquement attribué à 100% à l'actionnaire et c'est même pas des miettes pour les salariés. Et pour l'investissement, on voit qu'on est pratiquement sur des planchers. Les choses ont très peu changé de ce point de vue depuis 2009 et la grande crise. Et s'il y a eu des investissements aux États-Unis, alors là encore, on est toujours dans la même imposture d'entreprises américaines qui distribuent de la richesse. Non, ces entreprises, quand elles investissent aux États-Unis, entre guillemets, c'est pour acheter leurs propres titres. C'est-à-dire que ça fait monter les titres. Bon, c'est extraordinaire de dire que le rachat de titres, c'est un investissement. Ça devrait absolument pas être c'est de l'autophagie. Classé comme ça. Oui. C'est l'autophagie, effectivement. Donc, si on regarde vraiment aux États-Unis le niveau d'investissement hors rachat de titres, là aussi, depuis la grande crise, est-ce qu'on a seulement à un moment cru qu'il y avait de la croissance ou une possibilité de croissance? Alors, justement, parce que le chiffre de croissance officiel du produit intérieur brut américain, il s'établit, les prévisions pour, enfin, il n'est pas encore tout à fait donné pour 2016, mais il s'établit à combien? À peu près à 3,4 officiellement. 3,6. Et c'est alors le PIB bien sûr ne mesure plus la croissance, enfin telle que la vivent ceux qui sont dans l'économie réelle. Hein, on est bien d'accord. C'est une collection, un empilement d'artifices. Par exemple, les stocks des entreprises. Vous savez que le stock participe de façon positive à la constitution du PIB. Ce stock a augmenté de 0,5% en net au quatrième trimestre. Par mes ventes. Et ça augmente le PIB. Mais avec une hausse, on l'a vu, donc là je reprends des chiffres très précis, je ne les extrapole pas à décembre parce qu'on ne les a pas encore, on a eu ceux de novembre. Les stocks d'entreprises ont progressé des grossistes ont progressé de 0,9 et leurs ventes ont progressé de 0,4. Voilà, donc le différentiel il est bien de 0,5, c'est-à-dire qu'en fait on a des invendus, oui. Mais c'est la croissance des invendus. Mais ça s'ajoute au PIB tout simplement parce que ces invendus sont interprétés statistiquement comme la preuve que les entreprises anticipent que les surplus vont être consommés. Donc en fait, on produit davantage en prévision d'une future consommation. Donc on est bien dans un siècle vertueux de croissance. Donc ça s'ajoute au PIB. Ensuite, vous avez les exportations agricoles. En direction de la Chine notamment, ça a été pas une anecdote quelque part. Les récoltes de soja ont été très mauvaises en Amérique du Sud et les Chinois se sont tournés vers les États-Unis. Là, il y a eu d'un seul coup un surcroît d'exportation qui a renforcé de façon le commerce extérieur américain. Et youpi. Ensuite, vous avez les biais statistiques qui consistent à redresser en harmonisant
ou en unifiant ou en désunifiant selon le but que l'on recherche, on essaie de produire des statistiques avec des correctifs qui veulent essayer de donner, de dresser un portrait de l'économie dans une continuité complètement artificielle. Donc, on va redresser des mauvais chiffres d'un mois en disant oui, mais par rapport aux 3-4 années précédentes, sur le trimestre, on avait bien eu un maintien de la consommation ou un maintien de l'investissement. Donc, on va trouver des biais pour rendre un chiffre affreux présentable et pour rendre un chiffre presque miraculeux, dire non mais c'était juste une petite aberration passagère, on est bien dans la moyenne et les choses continuent et tout va bien. Oui, la comptabilité se rapproche de la poésie parfois. C'est ça. C'est ça. Ça, aujourd'hui, ça se rapproche peut-être plus même des surréalistes. On est plus proche de Breton, de Sarah ou d'Ali. Voilà. Et ainsi, le futur président Donald Trump avait annoncé qu'il allait revitaliser l'économie américaine en effectuant des investissements massifs dans les infrastructures du territoire américain qui effectivement sont en mauvais état. Je vous le confirme. Voilà. Pour l'avoir vu et avoir bien éprouvé les amortisseurs de la voiture que j'avais louée là-bas sur des routes qui sont en état parfois triste. Enfin surtout les joints au niveau des ponts, etc. Voilà, il y a certains ponts même, paraît-il, qui deviennent dangereux. Enfin, et voilà. Alors, que pensez-vous justement de cette annonce? Comment financer ces je crois, 1000 milliards de dollars d'investissement dans la remise à niveau des infrastructures? Et est-ce que cela sera possible? Quelles seront les conséquences? Alors, attention aux effets d'annonce. 1000 milliards. Quand vous regardez le budget annuel consacré aux infrastructures, on se situe. On est à 800 milliards. Par an. Donc si vous annoncez 1000 milliards, c'est que vous avez juste rajouté quelque part de 200 milliards. Et effectivement, on peut le justifier parce qu'il y a urgence. Comme vous le disiez, il y a certains points. Oui, mais il vaut mieux freiner avant. Le plus, c'est 200 milliards, si je comprends bien là. Alors. Ouais. Bon, ça peut en plus de ça être là, je dirais, un vrai investissement. Parce que si par exemple vous rénovez tout un réseau électrique sur lequel on a un taux de déperdition de 25 à 30% entre la centrale et le dernier transformateur qui répartit le courant dans votre quartier. Si on arrivait à une efficacité de 90 ou 95% au lieu d'une efficacité de 65 ou 70%, à court, moyen, long terme, votre argent, il aura été bien employé. Oui. Donc je ne vais pas critiquer la remise à niveau des infrastructures. Non, mais c'est ce qui me trouble, c'est le niveau des investissements. Parce que le chiffre de 1000 milliards avait été lancé. Effectivement, comme vous dites, on comprend pas très bien comment analyser ce chiffre. Il y a 800 milliards chaque année qui partent dans la remise à niveau. Est-ce que les 1000 milliards vont s'ajouter aux 800 milliards ou pas, en fait? Non, c'est bien 1000 milliards à comparer à 800. Voilà. Alors maintenant, si vraiment il s'agit de faire un plan de relance de 1000 milliards, là, je doute que... Moi, j'avais compris ça comme ça. Je doute que le Congrès le vote tel que... Parce que ce sera d'abord le plus grand plan de relance qu'on n'aura jamais vu aux États-Unis, y compris depuis les grands travaux en 1932. Et d'ailleurs, justement, ou l'effort de guerre en 40 jusqu'en 45. Et beaucoup de commentateurs avaient justement utilisé ces comparaisons-là, justement. Ouais. Non, il semblerait que ça soit plus raisonnable. Enfin, il y a une ambiguïté, quoi. Il y a une ambiguïté, et c'est pas là qu'il faut un petit peu s'alarmer sur la santé. Ou à quel point le budget pourrait être impacté. La vraie question, c'est au niveau de la diminution des ressources et coupes d'impôts qui vont complètement déstabiliser, si on pouvait le faire davantage, les équilibres budgétaires, et puis surtout trahir totalement la promesse de Monsieur Trump
de réduire les inégalités. Parce que faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a 50% de gens qui payent pas d'impôts, puisqu'ils sont trop pauvres pour en payer. Oui. Donc si vous baissez les impôts, vous baissez forcément les impôts de ceux qui étaient plus riches que ceux qui n'en payent pas. Oui. Ceux qui n'en payent pas ne seront pas enrichis de ne pas payer d'impôts, ou d'en payer moins, puisqu'ils n'en payent déjà pas. Oui. Ça ne va enrichir que ceux qui en payent. Et notamment ceux qui, en plus de ça, sont actionnaires en général. Donc, Cher Bernard, nous allons rappeler la référence de notre émission. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du livre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Le thème d'aujourd'hui est bilan et perspective de l'économie mondiale. L'invité d'aujourd'hui est Monsieur Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora La Bourse et analyste macroéconomique dans la Bourse au quotidien. J'ai deux interventions d'auditeurs, ou une d'un même auditeur, ou une double même auditeur, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Cet auditeur nous dit, il rappelle ce que vous avez dit au tout début, concernant l'emploi aux États-Unis. Vous avez dit qu'il y avait aux États-Unis des gens qui ont 3 emplois en une journée. Et ce monsieur ajoute, je trouve cela très bien, car au moins ils ne sont pas paresseux. Ensuite, il pose une autre question, poser la question aux gens de Nuit debout. Je ne sais pas ce qu'il veut dire là. Ils se mettent alors en colère quand on leur en propose un travail facile. Oui, donc j'imagine que là, c'est l'idée d'opposer un petit peu la ferveur laborieuse américaine ou je dirais à la paresse latente qu'il pourrait y avoir en France. Qu'en pensez-vous? Mais au fond, c'est la même chose, non? Je pense qu'en France, si une journée était partagée entre deux lieux de travail relativement proches, ça romprait la monotonie. À condition que ces deux emplois soient correctement rémunérés. Aux États-Unis, quand on a 3 emplois dans la journée, c'est que ces 3 rémunérations dérisoires qui ne permettent pas de vivre dignement. Donc, c'est certainement pas quelque chose de choisi. Je sers des petits déjeuners, ensuite je vais promener des chiens, et ensuite j'enfourche un vélo et je vais livrer des colis. Il y a des gens qui préféreraient probablement, après quelques semaines de formation, travailler dans l'informatique ou avoir un emploi de coordinateur ou de régulateur d'une chaîne de distribution, enfin tout ce que vous voulez, un vrai emploi avec une protection sociale, avec une retraite, avec un abondement de l'entreprise, un plan d'épargne. Quand vous prenez des chiens, vous servez un petit déjeuner et que vous livrez des colis, mais vous n'avez ni couverture sociale, ni prime, ni rien. C'est la version 21e siècle du servage. On est revenu à l'avant-révolution française. On est revenu effectivement au temps des pionniers aux États-Unis, où le matin vous traciez des sillons, l'après-midi vous fendiez du bois, et puis le soir vous dépeciez la bête qu'on avait chassée. Enfin, c'est voilà. Est-ce que ce que vous décrivez ne ressemble pas beaucoup, d'une certaine façon, à l'ubérisation actuelle en France? L'ubérisation, c'est merveilleux pour l'employeur. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de retraite. Il n'y a plus de retraite. Donc c'est bien pareil. Oui, c'est le travail sans le statut de salarié. Or, du travail, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde, quelque part, travaille dans la journée. La maman qui est chez elle et qui élève les enfants, si c'est son choix. Je sais pas si c'est le sort imposé par un mari dictatorial qui dit tu resteras à la maison. Elle fait un travail. Bon, si elle le fait de façon délibérée, c'est un travail. Si elle le fait parce que son mari lui impose, c'est un esclavage. Aujourd'hui, quand on est obligé de faire trois jobs par jour sans avoir le statut de salarié, excusez-moi, mais on est juste un esclave moderne.
Il y a d'autres messages. Il y en a un qui vient d'arriver, mais qui sort du sujet complètement. Enfin, je vous le lis quand même. Un auditeur vous demande, pouvez-vous parler de ce qui se passe en Inde, et il précise, pour échanger les billets de banque, tels que l'a demandé le Premier ministre, là, faut-il justifier de la provenance de ces billets? Oui, c'est ça, c'est-à-dire C'est très intéressant comme question. La monnaie, la confiscation des liquidités, la suppression du cash au prétexte de lutter contre l'économie souterraine, grise, tout ce que vous voulez, lutter contre les trafics, lutter contre le terrorisme. C'est des alibis, tout ça. Ce sont de purs alibis, évidemment, pour bancariser la population. Car 80% des habitants n'ont pas de compte en banque, en fait. Ah, c'est pas 80%, c'était à un peu moins de 50%. Pas moins de 50%. Donc il va falloir qu'ils en ouvrent un, ça promet. Surtout pour les gens qui sont analphabètes. Et là, qui habitent dans des campagnes reculées. Voilà. Et ils n'ont pas les moyens. D'abord parce qu'ils n'ont pas de smartphone, puisqu'il n'y a pas de réseau. Oui. Ils n'ont pas besoin d'avoir un smartphone. Donc on pourrait leur dire encore, mais c'est pas grave, faites comme les Occidentaux. Ils ouvrent de plus en plus de comptes en ligne. Ils n'ont jamais rencontré un banquier. Ils ont rempli des formulaires informatiques. Ils ont tapé un code, ils ont signé, ils ont fait un virement, ils ont ouvert un compte. Mais quand vous êtes dans une région où il n'y a pas de couverture de réseau téléphonique, vous n'avez pas de smartphone, d'abord parce que vous n'avez pas les moyens d'en acheter un, et qu'en plus de ça, si jamais vous en aviez un, de toute façon, les coupures d'électricité sont tellement fréquentes que vous risquez de pas pouvoir vous connecter à votre banque. Enfin, c'est complètement délirant. Donc l'Inde, Narendra Modi a justifié cette opération surprise, brutale, au nom de la lutte contre la corruption et l'économie souterraine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les plus grands corrompus en Inde... ils étaient prévenus. Ils ont été prévenus, naturellement, parce que ce sont les fonctionnaires. Qui est corrompu en Inde ? Quelqu'un qu'on va payer pour mettre un tampon, pour mettre un dossier d'autorisation au-dessus de la pile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour faire disparaître la corruption, on a averti ceux qui étaient les plus corrompus qu'il allait y avoir une conversion des billets. Et en plus de ça, on leur a permis de le faire de façon, alors là, dans un confort total. Il y avait des billets, il y avait des piles de billets. Ils n'avaient qu'à rapporter leurs vieux billets et en prendre des neufs. Par contre, pour le petit paysan qui n'a pas de compte en banque, comme ça a été dit, et qui n'a pas d'autres moyens de transaction que les billets, d'un seul coup, tous ces billets ont été déclarés sans valeur. Donc en fait, c'est un hold-up sur les plus pauvres. Et un appauvrissement terrible des pauvres, non ? Alors, appauvrissement des pauvres, mais finalement, c'est pas très très grave parce que les pauvres ne pèsent pas très lourd dans le PIB indien. Enfin... Ouais, je devrais pas dire ça. Évidemment qu'ils pèsent quelque chose, puisqu'ils sont 1 milliard de pauvres. Mais la richesse est tellement concentrée que finalement les 1% qui ne sont pas impactés par cette mesure, eux vont pouvoir continuer de faire tourner l'économie. Mais là, ça peut préluder à des troubles sociaux assez considérables parce que beaucoup de pauvres qui s'en sortaient avec les fluidités, les souplesses des liquidités, etc., vont se retrouver bloqués par des contraintes rigides, des rigidités, et vont se retrouver parfois à court de pouvoir d'achat complètement incapables de s'acheter de la nourriture. On reviendra au troc à ce moment-là. Au troc, oui. Qui d'ailleurs est largement pratiqué. Je sous-estime pas du tout ça. Les paysans indiens, ils auront un gros problème à arriver à l'hôpital parce que s'ils n'ont pas de billets, des nouveaux billets, ils pourront pas se soigner. Oui, voilà. C'est clair. Comme ils n'ont pas de compte en banque, la plupart n'ont pas de compte en banque, donc là, pour se faire soigner sans liquide, là c'est compliqué. Il y aura beaucoup de morts. Parce qu'en même temps, est-ce que pour autant les Indiens vont se révolter? N'oublions pas que pour tout, ils dépendent d'une administration indienne. Alors j'en suis pas un spécialiste, mais enfin, je connais pas mal de gens qui travaillent avec l'Inde. C'est une administration absolument kafkaïenne. Et c'est également un des principaux employeurs
en Inde. Donc les fonctionnaires qui ont eu la possibilité de passer des anciens billets aux nouveaux billets sans en subir trop de désagréments, ceux-là ont tout intérêt à ce que on considère que cette grande réforme est voilà, c'est un accélérateur, c'est la modernisation de la société, etc., etc. Ils ont tout intérêt à ce que effectivement les gens soient pas révoltés. Et une révolution en général, si les fonctionnaires sont pas dans la boucle, elle a quand même du mal à s'enclencher. Et alors on assiste aussi justement à un phénomène de confiscation des stocks d'or des particuliers, parce que dans la culture populaire, il est de bon ton de détenir le plus possible de l'or et de parer notamment les femmes avec des ornements en or, car c'est un signe de statut, ça symbolise le statut social. Alors ça symbolise peut-être le statut social, mais enfin de façon beaucoup plus terre à terre. Quand on a une roupie qui a perdu 99,8% de sa valeur depuis 1948, alors que l'or a conservé sa valeur, bon d'accord, c'est peut-être pratique de payer avec des billets, mais enfin soyons sérieux, il y a un moment, pour conserver son patrimoine, il y a que l'or. Et justement, et là, l'État exige que chacun aille déclarer son or, que il y a des quotas en fonction du sexe, du statut familial, etc. Et le surplus doit être, sa provenance doit être déclarée, faute de quoi ce surplus est confisqué. Oui. Donc ce sont des mesures de spoliation de l'or des particuliers, ça. Oui, mais je vous ai dit, j'employais tout à l'heure le terme de hold-up. Oui. Donc c'est bien un hold-up. Et là, effectivement, autant avec les billets qui ne sont que des billets de Monopoly, la roupie est un billet de Monopoly parmi d'autres. Oui. Parmi tant d'autres d'ailleurs dans les pays en voie de développement. Par contre, l'or, là, si on commence à s'attaquer à l'or, là, on va commencer à s'attaquer à quelque chose de sérieux qui touche les gens. Et là, ça risque effectivement de moins bien se passer, parce que là, même les fonctionnaires, ils savent bien que la roupie est une... Voilà. Et ça fait penser, d'ailleurs, à la directive européenne qui a été prise en catimini il y a quelques mois, et qui va autoriser, en gros, les banques, à un moment ou à un autre, à piocher dans les comptes des particuliers, pour éviter des phénomènes de faillite, comme ça a été le cas à Chypre. Oui, bon, ça c'est la directive qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Oui. Bon, effectivement, qui ne concerne d'ailleurs pas que les comptes en banque, même les contrats d'assurance vie. Votre argent, si vous l'avez confié à un intermédiaire financier, cet argent est considéré comme étant une avance, une créance implicite. En fait, elle est plus qu'implicite, puisque le jour où la banque ou la compagnie d'assurance ne pourra pas vous la rembourser, il vous dira bien, mais c'était une créance. Oui. C'est pour ça qu'on vous rend pas votre argent. C'était une créance, et donc on vous remercie, vous nous avez fait confiance au départ, mais vous auriez dû être méfiant, parce que, vous voyez, finalement, on n'était pas invulnérable. Mais un compte de dépôt, un compte ordinaire, bancaire... C'était tout le liquide que vous, enfin aujourd'hui c'est plus du liquide, c'est une inscription électronique, numérique. Enfin, c'est l'argent transféré de l'employeur ou je sais, si vous êtes une entreprise, vous avez été réglé par un fournisseur, etc. C'est transformé en créance, c'est fondu dans la masse des capitaux disponibles pour la banque. Donc vous avez avancé l'argent à la banque et elle va vous le rendre moyennant autrefois une rémunération. Aujourd'hui, il n'y a plus de rémunération, elle va même devenir négative. C'est-à-dire que si vous déposez votre argent dans une banque suisse, suédoise, on peut vous en prendre un petit morceau. Et en plus de ça, si la banque fait faillite, on ne vous rend pas cet argent. C'est-à-dire qu'avant, on vous rémunérait pour un risque qui avait peu de chances, effectivement, de se matérialiser. Et aujourd'hui, on vous confisque, alors que le risque de faillite, lui, a augmenté considérablement. Enfin, voilà comment le monde fonctionne. Je vous apprends rien. D'autres messages. J'ai deux auditrices qui livrent des réflexions. J'aurais voulu en faire une moi aussi concernant la spoliation par l'Inde à travers l'échange des billets. Il se trouve que pendant ma carrière, j'ai été au Nigeria il y a très longtemps, quand le Nigeria a changé sa monnaie. Ça devait être un peu avant 1980.
Et il s'est produit ce que vous venez de dire là, c'était bien avant le téléphone portable, bien avant même le téléphone tout court. Et les commerçants nigérians avaient leurs réserves financières, fiduciaires dans des cantines, sous la paillote ou dans le magasin. Et du jour au lendemain, ils ont appris, ou ils n'ont pas appris, qu'on leur changeait les billets obligatoirement en 2 jours successifs ou dans un délai extrêmement court. Et évidemment seulement dans les grands endroits, dans les grandes villes où il y avait une banque, etc. Mais ce qui s'est produit, c'est ce que vous venez de dire. Du jour au lendemain, ces gens qui étaient riches, en monnaie en tout cas, se sont trouvés ruinés totalement. Oui. Mais ça a bien relancé l'économie. Parce que le troc est reparti, tout s'est remis en place. Et finalement, après, c'était assez différent. On n'avait plus les grands... Alors, est-ce que l'État nigérian a obtenu l'effet recherché qui était aussi, en faisant disparaître l'économie grise, et en faisant réémerger des sommes d'argent qui étaient inconnues du fisc, est-ce que le Nigeria a bien réussi à augmenter ses recettes fiscales? En Inde, je crois que le taux de fiscalisation, c'est de 4%. Mais le Nigeria, c'était pire encore. Hein. Bah. Et donc d'autres messages. Oui, les messages, il y en a tous les 3 sont d'auditrices. Une nous dit, j'entends parler du manque de réseau téléphonique en Inde. Il ne faudrait pas que le monde de maintenant se base ou se conforme à la technologie. On vivait beaucoup mieux avant. Je vous laisse les commentaires. Sans commentaire. Oui, parce que on peut rêver. L'autre auditrice nous dit, en ce qui nous concerne, nous Français, quand on possède quelques pièces d'or, qu'en est-il? Que recommandez-vous? Faut-il les céder pour récupérer de la monnaie? Quel est le moment le plus favorable? Ah, il y a plein de questions, là, faudrait développer la thématique de l'or. L'or n'est pas cher en ce moment. Enfin, pour ceux qui auraient, on va dire, des excédents de liquidité et qui ne se sentiraient pas forcément confortables à l'idée que ces liquidités dans une banque pourraient faire partie du renflouement de l'établissement en question, parce que les 100 000 euros de garantie, ça ne tient pas. 100 000 euros qu'on ne pourra pas confisquer, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà, on nous a pas dit si ces 100 000 était le total de plusieurs postes ou un seul poste. Par établissement. En plus. Par contre, si c'est un ménage qui a 2 fois 100 000 dans le même établissement, c'est 100 000 qui seront garantis. Bon, vous me direz, si vous commencez à évoquer des gens qui ont 100 000 dans une banque ou 99 999 dans l'établissement A, B, C, là vous parlez des 1% de Français les plus riches, ce qui veut dire que les 99 autres pourcents ne se pensent pas concernés. Je voudrais quand même m'adresser à eux pour leur dire que, sauf à ne même pas avoir du tout d'argent en banque ou d'être à découvert dès le 15 du mois, je pense que même à 30 ou 40 ou 50 000 d'argent disponible, en cas de crash du système, personne n'est à l'abri, il y a rien de garanti du tout. Voilà. Mais d'autant qu'on peut peut-être dire aussi que les 100 000 de garantie, ça peut bouger. Ça peut devenir 50 000, ça peut devenir moins encore. Ça peut évoluer. Oui, mais voilà, je veux dire, si les choses tournent mal, ça ne concernera pas que les 1%, ça concernera tout le monde. Tout le monde. En ce qui concerne l'or, voilà, si vous vous sentez inconfortable avec des inscriptions numériques virtuelles dans un établissement financier, effectivement, l'or aujourd'hui n'est pas très cher. Alors, en euros, il a très peu baissé, finalement, l'année dernière. De 27%. Non, c'est parce que, en fait, non, il a pas baissé de 25%. Du tout. L'or, l'année dernière, en euros, il a gagné 8 ou 9%. Oui, on n'arrête pas de lire des articles exécrables sur les performances de l'or, mais l'or a fait mieux que les actions l'année dernière. N'oublions pas. Oui, donc il y a de la désinformation de la part, notamment des médias spécialisés dans... Bien sûr, mais ça procède du tout qui consiste à discréditer toute forme alternative de constitution d'épargne. Oui. Il faut que tout le monde se rentre dans l'entonnoir, que tout le monde puisse être tondu numériquement en appuyant sur un bouton un week-end. On dira, voilà, ce week-end-là, pour renflouer le système, on appuie sur le bouton et chacun s'est vu confisquer X ou
si on le confisque pas, parce que ça sera pas comme ça naturellement, je dis ça parce que l'image est forte, mais elle est pas juste. Mais on pourra vous dire un jour, voilà, vos créances sont converties, vous êtes devenu actionnaire ce week-end. Vous êtes devenu actionnaire de votre banque et chaque action, elle vaut 2 centimes. Voilà, vous avez troqué votre obligation qui valait 100 € contre des actions à 2 centimes. Voilà, réjouissez-vous, vous êtes maintenant actionnaire, ça fait plus moderne. Bon, donc l'or a bien performé l'année dernière. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait, quand le dollar a monté, ça fait baisser symétriquement sa valeur en dollars. Le dollar achetait plus d'or, donc on a l'impression que l'or a baissé en dollars. Mais comme l'euro, lui, il a baissé également par rapport au dollar, et la valeur de l'or en euros, elle a pratiquement pas bougé. Oui. Donc comme l'or avait bien progressé en début d'année, il en est resté quelque chose. Alors donc l'or n'était pas un bon placement pour un Américain, j'en suis d'accord. Pour un Européen qui détient de l'euro, c'était pas mal. Pour un Indien, pour un Turc qui voit la livre turque s'effondrer littéralement. Pour quelqu'un qui avait du baht thaïlandais ou du ringgit malaisien en début d'année 2016, s'il avait de l'or, il a passé une très bonne année. Merci. Oui. Et d'autres messages. Mais l'or, pourtant, pardon, en 2013, sauf erreur de ma part, était grosso modo à 40 000 € le lingot. Oui, il était à 31, 32. Il est tombé à 30, donc il a bien perdu 25%. Il a bien perdu 25%. Et il est en train de remonter, effectivement, tout doucement, vers je ne sais quel niveau. Mais... il est en train de remonter parce qu'il y a 2 raisons à ça. Si le programme de Monsieur Trump, si son exécution est conforme à ce qu'il souhaite et ce qu'il a promis, à ce moment-là, il va falloir imprimer des billets de Monopoly. Nous en avons parlé. Donc, créer de l'argent à partir de rien. C'est ce qu'il va faire, en fait. Ça dévalue cet argent. Si on voit qui il a nommé, à quel poste, on comprend que c'est ce qu'il va faire. Il a nommé un anti chinois viscéral au commerce. Il a nommé ce qu'on appellerait des faucons pour toutes les questions de politique étrangère. Et on a bien compris qu'il veut également dresser des barrières douanières dans tous les sens. Donc, moi, je me mets à la place du Chinois. Est-ce que j'ai envie d'acheter les émissions obligataires d'un pays qui me crache à la figure, qui dit que je suis un voyou, que je manipule ma devise, que je fais du dumping, ce qui est vrai, hein, ce qui est tout à fait exact. Enfin voilà, donc d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit le roi est nu. Oui. Bon, et là, il y en a qui, Monsieur Trump, il a dit voilà, moi, je vais vous dire, les Chinois, c'est des gens qui ont manipulé leur devise. Ça, on pourra en discuter. Je suis pas complètement d'accord avec cette affirmation, mais enfin, en tout cas, c'est ce que lui prétend. Oui. Donc voilà, je le prends tel que. Il y a les barrières douanières. Donc possibilité d'exporter pour les Chinois qui vont se restreindre. Donc eux, ils vont recevoir moins de dollars. Parce que quand on leur achète leurs produits, c'est bien en dollars. Et ensuite, ces dollars qu'ils reçoivent, ils les convertissent en emprunts. Donc, j'ai pas le goût d'acheter les emprunts de quelqu'un qui m'insulte ou qui me met des bâtons dans les roues. Et de toute façon, j'aurai moins de dollars à recycler anti-bond si on me met des barrières douanières. Donc, conclusion, pour les États-Unis, puisque un de leurs principaux créanciers va disparaître ou va être contraint délibérément à acheter moins, j'ai pas d'autre solution. Il faudra que je fasse un QE. Donc, le Monopoly va être surchauffé. Je vois pas comment ça peut ne pas se faire. Ou alors, Monsieur Trump n'exécute rien de son programme parce que le Congrès dit, et avec raison, si on se fie à l'analyse des libertariens et des membres du Tea Party qui dit mais il faut l'État américain est suffisamment obèse et il faut arrêter d'endetter l'État et il faut arrêter de créer de la fausse monnaie. Et à ce moment-là, la question est différente. Mais si on est dans l'optique que jouent les marchés d'une relance par les déficits et par le stimulus fiscal, on est dans un cas de création monétaire et on voit bien d'ailleurs de format tsunami. Oui. Et donc face à cet afflux de dollars sortis de nulle part, je vois pas très bien quoi faire à part acheter de l'argent, de l'or, du platine.
Voilà. Et d'ailleurs, on voit qu'il a nommé comme secrétaire au Trésor un ancien de Goldman Sachs, je crois. Oui. Et voilà. Des gens qui ont, sont tous fans de l'impression monétaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites là, c'est-à-dire que finalement c'est la planche à billets qui va chauffer. Oui. Là. Donc dans un premier temps, l'or a été victime du renchérissement du dollar. Donc le dollar monte, donc l'or baisse. Ce qui aurait d'ailleurs dû être la même chose pour le pétrole. Quand le dollar monte, le pétrole théoriquement baisse, mais il y a eu cette conjonction un petit peu atypique de réduction de la production de l'OPEP et de hausse du dollar. L'un annulant les effets de l'autre. Mais c'est tout à fait mécanique. Donc le recul du prix de l'or exprimé en dollars est tout à fait normal. Et puis il y avait l'autre version qui était de dire vous voyez quand même la Fed, elle acte une économie avec une croissance plus dynamique et des ferments inflationnistes parfaitement assumés, puisqu'on nous dit que si on rapatrie les jobs aux États-Unis et qu'on veut que les salariés, que les employés aient de meilleurs salaires, ça veut dire qu'on va bien vers une petite inflation salariale, petite, moyenne ou grande, on n'en sait rien, et qu'on va également vers une petite inflation liée au renchérissement des matières premières, de l'énergie, du pétrole, du cuivre, des métaux de première nécessité. Donc, on a eu pendant 2 mois tout un faisceau parfaitement compréhensible d'éléments qui plaidaient contre l'or, tout simplement parce que la Fed, dans le contexte que je viens de décrire, doit envisager d'accélérer la hausse des taux. Un dollar mieux rémunéré, je préfère avoir un billet vert mieux rémunéré qu'un or qui ne me verse aucun coupon. Puis à un moment, on se dira, mais attendez, si c'est pour avoir 1% de coupon sur du dollar et qu'on en crée 10% de plus l'année prochaine, ça le fait pas du tout. Si vous me donnez 10% pour détenir du dollar et qu'on augmente la quantité en circulation de 10%, ça me va. Ça va se compenser. Mais si on me donne 1% de rémunération pour augmenter de 10% le nombre de dollars en circulation, là, du coup, ça va plus. Donc là, je m'intéresse de nouveau à l'or. Donc l'or a vocation à monter, là, oui. Je pense qu'effectivement, puisqu'on voit que les États-Unis sont incapables de rééquilibrer leur budget, et que l'Europe n'en est pas davantage capable, voire la panade dans laquelle se trouve l'Italie aujourd'hui, voilà. On va forcément poursuivre le QE en Europe, voire peut-être, pourquoi pas, l'accroître en cours d'année. Si, je sais pas, d'ici juillet, on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens. Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles les choses pourraient ne pas bien tourner. La BCE pourrait très bien dire, mais je vous avais dit que je réduisais à 60 milliards, mais je vous avais déjà averti à l'avance qu'en fonction de la situation, on pourrait aussi l'augmenter. On a oublié, les opérateurs l'ont vite oublié, mais monsieur Draghi a bien précisé que, le cas échéant, le QE pourrait être à nouveau accru. Oui, il était à 80, il est passé à 60. Il va passer à 60 dans 2 mois. Dans 2 mois, il peut remonter à 80 et voire aller plus haut. Bien sûr. Aller plus haut. Ouais. Mais le QE impressionne donc de monnaie. Oui. Il n'y a pas une limite haute. On ne peut pas imaginer qu'à partir d'un certain... La limite, c'est la confiance. La monnaie, elle s'appelle de la monnaie fiduciaire. Oui. Donc la racine latine dit assez bien ce que c'est dire on vous donne un billet, un bout de papier. Un bout de papier, vous le mettez dans l'eau assez longtemps, vous allez retrouver, ça sera plus que de la pulpe au fond de la tasse. Il fait un peu chaud, vous approchez une flamme, le billet se transforme en fumée. Donc la valeur, si c'est marqué 100 dessus, c'est uniquement parce que vous croyez que ça vaut 100. Mais le billet en lui-même n'a aucune valeur. Et aux États-Unis, depuis 71, il n'est plus relié à un stock d'or. Donc voilà, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la confiance que les gens ont dans ce bout de papier. Tout à l'horizon des crises monétaires gigantesques à l'horizon. Oui, nos auditeurs et auditrices. Oui. Un auditeur vous dit, je passe tout de suite, votre invité raconte des choses littéralement fantastiques. Merci beaucoup. Merci donc pour notre invité qui est très brillant. Ce qui est merveilleux, c'est que le réel est fantastique. C'est ça qui est fantastique. C'est notre réel, le monde dans lequel nous évoluons.
J'ai deux questions très simples de deux auditrices. Oui. L'une vous dit, que pensez-vous des banques portugaises? Et la deuxième question d'une autre auditrice, que pensez-vous du diamant? Et après, j'ai deux autres questions, mais je vais vous laisser répondre aux deux premières. Alors, on a appris hier que la principale banque, enfin la plus grosse banque portugaise cotée à Lisbonne, Millennium BCP, va faire une augmentation de capital de 1,3 milliard. Elle a chuté de 10% sur la nouvelle. Impression que la confiance dans les banques portugaises n'est pas au zénith. Et il en va de même pour les banques italiennes, Voilà. les banques espagnoles, Voilà. les banques bon, irlandaises maintenant. Bon, les banques irlandaises, elles, alors là, ça reste un des grands scandales, c'est qu'elles ont été sauvées. En ponctionnant de façon impitoyable le contribuable irlandais, mais comme ça ne suffisait pas, la BCE a fait ce qui lui était strictement interdit, ce qu'elle avait dit qu'elle ne ferait jamais, et ce qu'elle a fait discrètement en maquillant les comptes. Elle a sauvé, elle a rajouté l'argent qui manquait, elle a renfloué directement les banques irlandaises. Mais là aussi, on s'aperçoit que ça risque de ne pas suffire. Quant au sauvetage de la principale banque portugaise pour 1,3 milliard, on s'en sort bien. Parce que je vous dis pas combien il va falloir pour sauver, le cas échéant, la Deutsche Bank. Oui, alors là, gros sujet d'inquiétude, la Deutsche Bank. Hein. Elle entraîne tous les autres. C'est un Lehman à la puissance, ce que vous voulez. Oui, bien plus que Lehman. Hein, après. Incomparable. Il y a d'abord chez la Deutsche Bank, il y a des millions de déposants. C'est pas la principale banque de dépôt allemande, hein, attention, c'est la plus célèbre, Deutsche Bank, mais c'est pas celle dans laquelle il y a le plus de comptes de particuliers, hein, c'est notamment Commerzbank. Par contre, il y a beaucoup de comptes d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent de la Deutsche Bank pour leur survie et les affaires courantes. Un des plus célèbres clients de la Deutsche Bank, c'est Donald Trump. Ah oui, son entreprise, le groupe Trump. Oui. Voilà. Ces myriades d'entreprises. Vous n'avez pas parlé du diamant. Comme le diamant. Le diamant, c'est que c'est un petit peu comme le Bitcoin, on le définit par rapport à quoi? Un Napoléon, une pièce Union Latine, un Kruger-Rand, voilà, on sait que ça contient 6 grammes 3, 6 grammes 4 d'or. C'est depuis presque 200 ans que c'est fixé comme ça. Ça a une cotation permanente depuis 200 ans. On pourrait rajouter le souverain. Le rand est une monnaie qui a cours légal, autant que je sache. La $20, la pièce de $20 américaine contient une once d'or, la 50 pesos américains également. Voilà, donc là on a quelque chose, une unité qui est parfaitement définie et un historique plus de bicentenaire. Alors le diamant, je n'ai rien contre le diamant et je suis moi-même un grand amateur de pierres fines, précieuses et de couleurs, plus par esthétique. Par esthétique. Je n'ai vraiment rien contre le diamant. Mais le problème, c'est que, vous le savez, la couleur du diamant, elle va de D à KLM. Enfin, vous vous rendez compte du nombre de qualités, ne serait-ce que pour sa couleur. Ensuite, vous avez sa pureté. Vous avez 6-7 niveaux de pureté. La meilleure étant flawless, et ça va jusqu'à inclusion visible à l'œil nu. Ensuite, vous avez sa taille, symétrie parfaite ou imparfaite. Ensuite, vous avez sa taille, taille ancienne, taille brillant, taille coaster, avec 128 facettes contre un classique de 64. Enfin, c'est très compliqué, oui. Vous avez un diamant, c'est 300 paramètres différents. On peut se faire avoir facilement. C'est pas qu'on peut se faire avoir parce que examiné de façon sérieuse,
on est capable de remettre chaque diamant dans sa case. Oui. Pour dire, voilà, ça c'est un VSI 2, couleur H, sans fluorescence et avec une taille bien symétrique. Donc je peux remettre chacun de mes diamants dans la bonne case. Mais il y en a 300. Alors que mon Napoléon, c'est un Napoléon. Oui, c'est beaucoup plus simple. Ma pièce de $20, c'est une pièce de $20. Point barre. Alors, on pourrait par contre dire, par exemple, je prends le sommet de la case, mes 300 cases, et je vais prendre uniquement des diamants. Alors, le carat. Je fais pas en dessous d'un carat. Je fais un carat et plus. Et je le fais, je vais pas en dessous, par exemple, d'une couleur G. Arbitrairement, je dis ça arbitrairement, je vais pas en dessous de G, et je vais pas en dessous de VSI2. C'est-à-dire toute petite inclusion visible uniquement avec un grossissement supérieur à 10. Voilà. Et là, on se dit voilà, tout ça, c'est négociable, et tout ça, c'est dans le Rapaport. C'est le système de cotation. Voilà, donc on dit voilà, on va retenir un certain nombre, on va se limiter à certaines caractéristiques. À ce moment-là, oui. Mais c'est pas possible d'arriver avec son sachet de diamants et avec 10 diamants ayant chacun une caractéristique différente. Il va falloir tout repasser au binoculaire, à la fluorescence pour savoir exactement quelle est la qualité du diamant. Oui, donc il faut le diamant comme placement. J'y crois si on institue des normes. Oui. Alors, peut-être pouvons-nous rappeler une dernière fois les références de l'émission et puis lire tous les messages nombreux. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Son invité d'aujourd'hui est monsieur Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora La Bourse. Il est aussi analyste macroéconomique, rédacteur de La Bourse au quotidien. Le thème d'aujourd'hui était « Bilan et perspectives de l'économie mondiale ». Et j'ai deux auditeurs et auditrices qui parlent de l'or. Je reviens parce que c'est une question qu'on entend souvent. L'auditrice nous dit « De quel or parlez-vous ? L'or papier ou l'or métal ?» Et l'auditeur dit quasiment la même chose. « L'or n'est pas à son prix, dit-il. Actuellement, il est 10 fois inférieur à sa valeur. » Et de plus, il y a l'or papier, et on nous a vendu beaucoup d'or qui n'existe pas. Le cours actuel de l'or est donc fictif. Bien d'accord. Oui, quand vous préconisez l'achat d'or, c'est l'or métal. Je l'ai déjà défendu sur cette antenne, et même à plusieurs reprises en plusieurs années. La réalité n'a pas changé. Effectivement, il y a énormément d'or papier. Oui. Je rappelle, le papier donc se transforme en pulpe au fond d'une tasse et part en fumée avec une flamme. Et sa convertibilité qu'on peut vous on nous la vend. On essaie de vous la vendre. Oui. Elle n'existe pas. On a vu d'ailleurs qu'un des plus grands émetteurs de certificats convertibles à Hong Kong, qui avait l'air sérieux pourtant, parce que Hong Kong, on sait qu'il y a de l'or. On se disait tiens, il y a du physique derrière, et on s'est aperçu qu'il n'avait pas ce physique. Et que donc il a dû annuler tous les contrats, etc. Alors aujourd'hui, selon les modes de calcul, on nous dit qu'il y a entre 300, 400 onces d'or papier pour une once existante. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet or papier, qui donne lieu à cotation, puisque les certificats sont cotés, c'est parfaitement manipulable, puisque ce n'est en fait que du papier et que la convertibilité, elle n'est que théorique. Eh bien, les gens qui en achètent, ce n'est que de la spéculation. On ne met pas ses économies dans de l'or papier. On achète à 100 en espérant vendre 102, 103, 104, 105. Et à ce moment-là, quand on est uniquement en levier ou qu'on est uniquement en spéculation, il suffit qu'en face, vous avez une banque centrale qui dise « Allez hop, moi ce matin, je balance 20 000 contrats » et vous faites effondrer. Qu'est-ce que fait celui qui a acheté 100 qui voit que ça tombe à 98 ? Ouh là là, je me coupe, je sors, aïe aïe aïe. Oui. Où est-ce que ça m'entraîne ? Parce que quand vous passez en dessous de votre mise, on commence à vous demander de verser des déposits, la différence. Donc l'or papier peut se manipuler puisqu'on peut le vendre à découvert. C'est ça. Voilà. Alors que de l'or, quand vous l'avez acheté, une fois que vous l'avez physiquement, vous ne pouvez pas créer un anti-or. Oui. Pour terminer, il y a une question, mais je dirais à notre auditrice de regarder sur Internet quel est le cours du Napoléon. Un autre auditeur qui signe
Il nous dit, votre émission est inquiétante. Je viens de comprendre que mes économies peuvent s'envoler à tout moment. Question, que dois-je faire? Que dois-je acheter? Des louis d'or? Je ne peux me permettre le lingot. Moi, j'ai une proposition. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais j'aimerais vous entendre me répondre. Il faut s'endetter. Si on ne veut pas qu'on nous prenne nos avoirs en banque, il faut s'endetter. Je vous rassure, il y a environ 36% des ménages français qui sont endettés, ne serait-ce que pour l'achat de leur résidence. Donc, cela, on ne leur prendra rien. Cela, on ne leur prendra rien, effectivement, parce que, comme on dit, ils sont en negative equity, c'est-à-dire que ce qu'ils restent devoir à leur banque est supérieur, souvent, je dis bien souvent, supérieur aux liquidités dont ils disposent. Mais tous. Non. Il y a des gens qui... Ah bon? Oui. C'est irrationnel, mais pourquoi qui ont, on va dire, qui sont constitués un patrimoine immobilier où on va dire que les grands équilibres sont assez préservés et qui gardent justement la liquidité comme garantie pour faire de nouvelles acquisitions. Voilà. C'est pas le cas le plus fréquent, mais en tout cas, l'endettement, ça concerne, un gros tiers des Français qui, effectivement, en cas de faillite bancaire, ne devront pas grand-chose si on examine leur situation. Mais je vous dis, les 100 000, c'est de la théorie pure et il faut vraiment pas penser qu'il y ait une quelconque forme de garantie à ce niveau-là. Donc s'endetter, vous pouvez vous endetter pour d'autres raisons. Pourquoi pas s'endetter, effectivement, si vous croyez en l'avenir. Et ce que devraient faire les entreprises, pourquoi pas s'endetter pour créer un business, voilà. Mais sinon, il faut essayer d'orienter son épargne vers de l'or physique et autres procédés du même genre qui permettraient peut-être d'échapper aux emprises étatiques et bancaires en cas de crise. Le risque serait qu'on déclare comme en 1933 l'or illégal, l'extension d'or illégale. Mais c'est quasiment fait déjà avec l'obligation d'avoir un reçu pour le monnaie en France. Ouais, mais bon. Bon, on peut passer la frontière, aller le faire à côté, mais... On peut passer la frontière et aller le vendre un peu plus au nord. Oui. Alors, oui, voilà. Ça... Mais en France, c'est déjà le cas. Hein. C'est tellement contrôlé et surveillé. Alors, si vous sortez de la France avec 5 pièces de $20 ou du Napoléon, ça personne va vous voir. Sauf si le mari jaloux ou l'épouse jalouse dénonce au fisc des échanges... On pourrait sortir aussi avec un petit kilo, c'est pas lourd. Non, ça prend pas énormément de place. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est pas plus gros qu'un petit smartphone. Hein. Oui, exactement. Il nous reste 5 minutes pour les autres messages. Alors, le dernier qui arrive à l'instant, est-il dangereux de vendre son appartement en cas de krach? Est-ce garanti? Je lis ce qu'il y a écrit, parce que je ne comprends pas tout. C'est-à-dire, je pense que le sens de la question, c'est faut-il vendre maintenant ses actifs immobiliers avant que le krach immobilier n'arrive? Je pense que ça doit être ça. Ah non, ou bien le krach bancaire. Ou bien transformer de la pierre en monnaie. De toute façon, s'il y a krach bancaire, il y aura krach immobilier, hein, de toute façon. Oui, mais vous garderez le bien. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est que en cas de krach, un appartement, un bout de forêt, un petit étang avec du poisson dedans, ou des pièces d'or, ça se volatilise pas dans la nuit. Et puis ensuite, krach ou pas krach, si on va considérer que d'un seul coup la valeur de votre bien immobilier, elle est passée de l'équivalent, parce que là, si on a un krach, c'est que dire qu'il y a une perte de confiance dans la monnaie. Donc je prends par exemple la référence francs-suisses. Imaginons que du jour au lendemain, votre appartement qui valait équivalent 500 000 francs suisses, il n'en vaut plus que 200 000. Bon, ça fait pas plaisir. Enfin, le jour où vous voulez racheter un autre appartement, il vous coûtera plus que 200 000. Mais oui. Voilà. Donc en fait, votre base, c'est que votre appartement, quelque part, à partir du moment où vous avez fait le premier pas, vous avez réussi à acquérir le premier appartement. Ensuite, ça monte ou ça baisse. Ça ne réjouit finalement de vendre au bon moment que si vous vous dites moi ça y est, j'ai vendu mon appartement à 20 000 euros le mètre carré au sommet de la bulle, place Saint-Sulpice, et maintenant je pars vivre en Thaïlande ou au Maroc. Voilà. Et là j'ai fait la culbute et je vous dis bien le bonsoir. Mais bon, si vous restez en France, vous vendrez votre appartement à Saint-Sulpice moins cher, et puis vous achèterez aussi moins cher peut-être un appartement ou quelques mètres carrés dans une résidence médicalisée dans le sud où le climat est le plus agréable. Mais il ne reste pas moins qu'au final, pour lutter contre l'éventualité de la spoliation bancaire,
avoir des biens physiques est une bonne façon de se protéger. Bah regardez ce que font les Chinois, hein. Ils convertissent le yuan dans tout ce qu'ils peuvent, y compris le bitcoin, dont on a vu qu'il pouvait se désintégrer de 30% en l'espace d'une nuit. Mais en Italie, par exemple, où presque tout le monde est propriétaire immobilier, l'État surfiscalise tout le foncier, puisque ce sont des biens captifs pour le fisc, et les propriétaires sont écrasés d'impôts. Exactement. Et c'est d'ailleurs une caractéristique, je pense que j'avais déjà développée en votre présence, mais les pays les plus riches sont les pays où le taux de propriétaire est le plus faible. Suisse, Luxembourg, Singapour, et les pays où effectivement on est propriétaire à presque à 100%, et ça a été le cas même, ça c'est peu, mais à Cuba, tout le monde est ou presque propriétaire de sa maison ou des 4 planches et de la tôle qui les recouvre. Les pays où il y a ce fantasme d'être propriétaire, effectivement, c'est tellement facile pour le fisc de vous taxer sur cette propriété. C'est ça l'inconvénient de l'investissement immobilier. Et le taux, effectivement, un très fort taux de propriété n'est pas du tout synonyme de pays prospères avec un niveau de vie élevé. Et c'est pas synonyme de sécurité à cause justement du spectre de la surtaxation, justement. Bien entendu. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Je rappelle que nous avons reçu Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora la Bourse et analyste macroéconomique à la Bourse au quotidien. Et nous avons traité du thème bilan et perspectives de l'économie mondiale. Et effectivement, c'est pas hautement réjouissant, il faut bien le reconnaître, mais il vaut mieux être averti. Que diriez-vous pour le mot de la fin? Je dirais qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, non pas par obsession ou tropisme pro-américain, c'est tout simplement parce que l'actualité fait qu'aujourd'hui, à 10 jours de l'investiture de Donald Trump, si jamais cette investiture effectivement a bien lieu, compte tenu de ce qui est en train de se dérouler en coulisses et que je trouve absolument surréaliste et dont on ne mesure pas forcément bien la portée. Donc on a beaucoup parlé des États-Unis, mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui un des pays leaders et que la force ou la faiblesse du dollar va faire beaucoup pour l'amélioration de la situation dans les pays émergents ou la détérioration. Si le dollar continue d'augmenter, les pays émergents vont souffrir. Eh bien, chers auditeurs, au revoir.